je voulais vous souhaiter tous la bienvenue au nom de Medicals et de Meditech, là, le lieu qui nous accueille aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à nos intervenants qui nous éclairaient sur un sujet très important et passionnant. On a un certain nombre de personnes qui sont là, mais on en a aussi un certain nombre qui sont à distance. Alors, je pense qu'on attend encore certainement quelques personnes qui nous rejoindront. Et on a un bon succès, puisque on dépasse la cinquantaine de personnes qui sont là, qui vont nous écouter. Voilà. Et donc, je vous remercie. Je remercie également BBM, voilà. De co-organiser avec vous. Exactement, pour cette intervention. Je souhaite un bon moment, en fait, auquel je vais participer avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre accueil. En tout cas, on est ravis tous d'être présents à Meditech. J'espère que le son est bon, qu'à distance, on nous entend bien. Ravi d'être au sein de Meditech, accueilli par Medicals. Donc, c'est un événement organisé avec aussi le groupe BBM. Sur un sujet de la table ronde aujourd'hui qui nous occupe, qui est un sujet assez central pour toutes les entreprises de la technologie, qui est ce sujet des fonds propres. Et ce sujet des fonds propres, surtout en période d'incertitude liée à des risques techniques, technologiques, d'exploitation, mais aussi l'incertitude liée à nos environnements économiques, géographiques. Voilà, nous amène aujourd'hui à vous proposer un éclairage de différents experts qui, j'espère, vont vous apporter quelques éléments intéressants et essentiels dans la conduite de vos activités. Voilà. Donc merci pour votre participation à tous aussi, en qualité d'experts. Vous avez un challenge aujourd'hui, puisque vous avez à peu près 5 minutes pour nous donner quelques éléments d'éclairage, chacun avec votre domaine, sur cette notion des fonds propres. Donc, je me tourne tout de suite vers Laurent Caunes. Laurent Caunes, qui est expert comptable, associé de groupe BBM. Groupe BBM qui accompagne en particulier les entreprises de l'innovation, spécialisé notamment sur ce secteur-là. Laurent, c'est quoi la définition des fonds propres? Quels sont les facteurs importants? Est-ce qu'il y a plusieurs définitions? Quelles sont celles qu'il faut en particulier retenir quand on est une entreprise innovante? Alors, effectivement, il y a plusieurs définitions des fonds propres. En fait, il y en a économique, comptable, et puis je dirais le bon sens et la raison. La première, qui est le bon sens et la raison, c'est les fonds propres. C'est finalement quelle est la trésorerie dont je dispose pour accompagner durablement le développement de mon entreprise. C'est une approche purement trésorerie qu'on peut avoir, mais qui n'est pas une définition qu'on va retrouver dans les comptes tels qu'on les présente. C'est une définition comptable qui est finalement, j'ai envie de dire, la seule définition qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir présenter à nos amis banquiers ou fonds d'investissement, qui est une définition de fonds propres qui est très normée, qui reprend certains agrégats du compte, pas total, mais du bilan de la société au niveau du passif, et qui va représenter quelles sont les ressources durables de l'entreprise. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est fonds propres et quasi-fonds propres. On entend souvent parler de fonds propres et quasi-fonds propres. Les quasi-fonds propres ne sont pas normés, ne sont pas intégrés dans l'analyse financière faite par nos amis banquiers pour l'investissement, ça fait dans 5 ans. Dans les fonds propres comptables, on va retrouver essentiellement quoi? Le capital social, la prime d'émission. Ça, c'est des éléments qui sont positifs, mais on va venir additionner ou soustraire les résultats des années antérieures. Donc, on va additionner des résultats positifs pour distribuer, soustraire les résultats négatifs qui sont restés en report à nouveau dans la société. Et le cas échéant, on va venir rajouter les subventions d'investissement qui financent des dépenses de recherche et développement qui ont été immobilisées. Le traitement des frais de recherche et de développement a deux impacts sur les fonds propres. Un impact immédiat sur le résultat, parce que quand j'immobilise de la R&D, jamais leur résultat. Mais j'ai un effet d'aubaine, puisque je viens dans ce cas-là reconnaître automatiquement dans les comptes de ma société mon droit au financement qui m'est accordé sur le financement de ces frais de R&D. Alors, quelle est l'incidence si on n'a plus assez de fonds propres? J'ai envie de dire, c'est Caroline qui aura la solution. Non, l'incidence, les enjeux sont importants. Il y a des incidences et des enjeux, effectivement, puisque les fonds propres, il y a une problématique déjà française, simplement, qui est qu'on doit conserver la moitié du capital social et pas avoir fonds propres négatifs, faute de quoi il y a des obligations légales à accomplir. Et surtout, on a des problèmes d'affichage de pérennité de l'entreprise, et ce qui fait que, naturellement, on aura beaucoup plus de mal à se faire accompagner pour obtenir de nouveaux financements. Ou pour avoir des garanties simplement bancaires quand on est noté par des organismes.
Mais on a une règle qui est beaucoup plus sévère, qui existe depuis 2015, je crois Nicolas Macron, parce qu'on en a souvent parlé, qui est une règle qui est une définition d'une entreprise en difficulté au niveau européen. Et cette définition est beaucoup plus sévère que la définition française. Et là, peu importe qu'on ait au travail calcul, qu'on a un fortement positif ou négatif, quand on vient définir entreprise en difficulté, si on est en difficulté pour 1 euro, vous coupez le droit à tout financement public. Le pouvoir de subvention, d'avance remboursable, mais également la contre-garantie BPI pour nouveau. Donc, autant vous dire que l'entreprise de croissance ne plus pouvoir bénéficier de la contre-garantie BPI ou de nouvelles subventions, c'est catastrophique. Alors, on a des solutions avec des outils qui sont non dilutifs par moment, mais certains juridiques, pour permettre d'améliorer ce ratio européen. D'ailleurs, on a travaillé beaucoup avec Laurence et Adeline en 2015-2016 et avec BPI à l'époque également. On a beaucoup travaillé, on a fait l'ingénierie pour voir comment on pouvait améliorer ce ratio. Donc, on a des solutions. Maintenant, on n'est pas magicien. Mais en tout cas, c'est un ratio à surveiller de façon prospective, parce que ce n'est pas quand on constate qu'il est négatif qu'on peut agir. C'est exactement ces années avant, il faut anticiper. Et nous, on anticipe 2-3 ans avant par la stratégie de présentation des comptes pour voir comment va se comporter ce ratio. Donc, le travail de l'expert comptable, ce n'est pas juste de mettre des chiffres dans des cases, puisqu'on a trop souvent peut-être cette image-là, mais en tout cas, chez BBM, il y a ce savoir-faire particulier de la protection des fonds propres et de l'anticipation sur les éventuelles difficultés que ça peut générer en son absence. Je vais me tourner vers Charline, qui représente ici en qualité de chargée d'affaires innovation BPI France, voilà, qui accompagne évidemment énormément d'entreprises qui sont dans l'auditoire aujourd'hui. Charline, vous êtes spécialisée sur la santé thématique, recyclage aussi, mais en tout cas aujourd'hui, on va parler plutôt côté santé. Ce sont des sociétés qui souvent sont très consommatrices de cash, ont des besoins en fonds propres colossaux. Alors, déjà, peut-être rappelez-nous les principaux produits, services, ou en tout cas apports que BPI France peut faire pour ces sociétés. Oui, tout à fait. Donc, on a environ 3 grandes familles de dispositifs de financement. Donc, la première famille, ça va être les aides à l'innovation que beaucoup connaissent déjà. La deuxième famille, ça va être justement les dispositifs non dilutifs. Et enfin, la troisième famille va faire référence à des obligations convertibles. C'est à peu près les 3 moyens d'action qu'on a. Concernant effectivement, je rebondis à ce que tu viens de dire, Laurent, effectivement, les critères entreprises en difficulté sont des critères très regardés et on va se baser sur la définition du coup plutôt sévère de la définition européenne. Et donc, justement, si l'entreprise est en difficulté, on ne pourra pas actionner nos 3 familles de dispositifs. Alors peut-être, avant d'aller sur le sujet de caractérisation d'entreprise en difficulté, quels facteurs vous observez en fait avant que d'entrer en matière ou en tout cas de décider que vous allez apporter des financements sous quelque forme que ça peut être et notamment relatifs aux fonds propres. Quels sont les points clés que vous observez? Merci. Du coup, les points clés, donc ça va être effectivement faire attention à des ratios au niveau fonds propres et endettement. On va dire que les premières années de vie d'une société, on va plutôt être sur une logique de ratio de 1 pour 1, 1 pour fonds propres, 1 pour endettement. Et au fur et à mesure du développement de la société, on va tendre vers du 2 pour 1. Très bien. Merci pour ces précisions. Le fait qu'un expert comptable en amont ait travaillé la présentation des bilans, est-ce que pour vous c'est une facilité pour quelque part décider et supporter une entreprise innovante, notamment dans le secteur du médical? Quels sont les points clés qui peuvent justement faire basculer la décision d'un côté ou de l'autre, voire la faire basculer du côté caractérisation entreprise en difficulté, le fameux ED? Effectivement, le soin en tout cas de présentation des comptes est très important pour nous et ça va effectivement nous faciliter. Mais derrière, on a une analyse financière à faire et donc, bien sûr, on va s'intéresser typiquement, admettons, on prend le cas d'une entreprise qui serait entreprise en difficulté, mais avec la comptabilisation de subventions d'investissement, elle serait considérée comme entreprise non en difficulté. À ce moment-là, on pourrait agir, mais notre analyse mentionnerait qu'elle est en difficulté quand même. Quand même. Voilà. Bon, donc un point très sensible pour pouvoir bénéficier du support de BPI. Donc, je dirais le mieux, c'est effectivement qu'elle ne soit pas en difficulté. Très
Très bien. Peut-être en petit éclairage, et je crois que Caroline de Caisse d'Épargne va nous éclairer un peu plus longuement là-dessus, mais est-ce que les critères de respect de RSE, des respects environnementaux, sont aujourd'hui des éléments déterminants pour pouvoir bénéficier du support de BPI France? Alors effectivement, les critères RSE sont très importants pour nous dans notre analyse de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui met tout en œuvre pour la transition énergétique est forcément une entreprise qui sera valorisée pour nous. Maintenant, on n'est pas au stade où on va pénaliser les sociétés qui seraient trop consommatrices au niveau énergétique. Toutefois, on est quand même BPI France, la banque du climat. Donc, on a quand même mis en œuvre depuis ces dernières années, et on continue à le faire, un certain nombre d'actions, et notamment tout ce qui est dispositif d'accompagnement pour aider ces entreprises à faire leur transition dans les meilleures conditions possibles. Très bien, merci beaucoup. On reviendra sur certains points probablement un petit peu plus tard. Je vais donner la parole à Caroline Henriot-Sauveur donc du Crédit Caisse d'Épargne, pardon. Caisse d'Épargne. Crédit d'Épargne. Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Directrice de l'agence Innovation basée à Grenoble, et vous couvrez tout le territoire Rhône-Alpes, voilà, avec votre équipe. Quelle importance donc pour un établissement bancaire spécialisé en plus avec vos services dans le secteur de l'innovation et en particulier vis-à-vis d'entreprises du secteur médical? Quelle est l'importance des fonds propres? Quelle définition vous retenez? Est-ce que c'est une définition comptable? C'est une définition financière? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, les réponses vont être assez larges, hein, parce que le segment de la santé, pour nous, c'est à la fois, rassemble en tout cas les entreprises du monde de la medtech, vous connaissez bien à travers le médical, tout ce qui tourne autour, quelque part, de l'homme et de l'animal. Donc, c'est assez large comme définition du segment de la santé pour nous. Pour autant, le dénominateur commun des fonds propres vous concerne tous, puisque, comme le disait très justement à la fois Laurent et Charline avant moi, les règles de 1 pour 1 au début, 2 pour 1, puis peut-être 3 pour 1, on verra un petit peu comment l'histoire se déroule pour chaque projet. C'est une équation que le banquier regarde en première intention. Puisqu'en fait, comme Léa, ça rejoint ce que tu disais, pourquoi? Parce que les fonds propres, c'est la trésorerie. Et que le banquier que nous sommes, particulièrement dans l'innovation, il ne va pas se pencher sur la rentabilité de l'entreprise, mais davantage sur la vision de cash. Ça, c'est une définition particulière donc, du banquier qui est spécialisé dans l'innovation, mais c'est votre savoir-faire aussi, d'être capable d'apprécier ces notions. Et au-delà du fait que la photographie d'un bilan est un moment à l'instant T, on va être dans un exercice permanent avec nos entreprises de transposition de cette trésorerie en temps réel, de réajustement, après je parlerai de la partie un peu comptable, mais de réajustement pour se dire quelle est la vision de cash effective au moment où je parle avec mon client, au moment où j'engage un financement non dilutif. Et par extension, sur le plan comptable, on va essayer on est très attentif à ce que le partenaire experts comptables et commissaires aux comptes qui sont autour de l'entreprise soient des gens aguerris à ce segment d'innovation et particulièrement en santé, parce que lorsque les bilans ne sont pas bien adressés, les équations partent vite dans un sens qui est assez défavorable à l'entreprise qui va venir emprunter chez nous. Donc, c'est une caution technique, une caution d'experts qui est nécessaire. Vous intervenez principalement sur des dispositifs de financement non dilutifs, de la dette, de l'obligation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur les dispositifs que vous employez, vos outils de travail du quotidien? Alors, nous intervenons à la fois, comme tout banquier normalement constitué, avec des solutions de financement court terme, qui seront plus proches notamment du financement du crédit de recherche, des subventions, ou en tout cas de l'avance de créances, de façon assez simplifiée. Nous intervenons aussi sur des logiques moyen terme, avec pour le coup ce qu'on appellera des effets de levier sur des opérations d'equity, comme le font en tout cas après l'intervention de nos investisseurs. On interviendra dans des financements matériels ou immatériels en crédit bail ou en financement classique. Et après, ça se retranscrit soit par des accompagnements avec la garantie BPI, sur
de la maturité d'une entreprise en fonction des critères d'éligibilité, ou des financements européens, puisqu'on a la chance au sein du groupe BPCE de disposer des enveloppes du Fonds européen d'investissement. Voilà. C'est un bel outil pour les entreprises. Très bel outil qui nous a permis depuis maintenant, je le dis pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, mais depuis 7 ans, de mettre près de 300 millions d'euros sur la table pour nos entreprises innovantes sur le territoire. Donc, ce ne sont pas des sommes négligeables, en imaginant qu'en plus, la part de notre intervention, c'est à peu près la moitié ou un tiers de ce que font nos confrères aussi autour de nous. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement important et qui permet d'apporter de la vision de cash, de compléter cette vision de cash pour aider et accélérer la croissance de nos entreprises. Très bien. Je crois que c'est un produit particulier au sein de la BPCE. Oui. En plus, qui a des durées très longues. Oui. Ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à des emprunts qui ont tendance à se contracter en termes Et de garantie à première demande pour ceux qui veulent rentrer dans le détail. Un sujet sur lequel on aura probablement l'occasion de revenir. J'interpellais tout à l'heure Charline sur la notion de RSE, comment les critères environnementaux, climat, énergie deviennent aujourd'hui s'imposent un peu à nous et dans le schéma des financements aussi. Est-ce que c'est encore plus important au niveau de caisse d'épargne Rhône-Alpes? Alors, pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, je dirais que la logique de RSE, ça participe de notre code génétique, déjà au titre du modèle coopératif qui est le nôtre. C'est un premier point. Mais au-delà de ça, et au-delà de l'effet un peu de mode que l'on pourrait mettre derrière tous ces sujets, ou d'aubaine, parce que ça crée un nouveau marché quand même, ce segment de la RSE. Là, il y a une prise de conscience depuis déjà plusieurs années sur ces critères sociétaux, environnementaux, et toute la partie, on appelle ça dans notre monde à nous la notation extra-financière. Et en l'occurrence, elle devient de plus en plus, elle redescend. Alors, ça a commencé par les grands groupes, les ETI, les PME, mais elle arrive dans nos sujets innovation de façon très sensible. Elle arrive sous deux axes. L'axe purement financier, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je vais prêter au même taux ou les mêmes montants à une entreprise qui fait le job, d'aller vers ces sujets de RSE et d'accompagner cette transformation sociétale et environnementale. Et le deuxième volet, c'est de se dire, nos dirigeants, les dirigeants de nos entreprises, ils sont imprégnés de ces sujets RSE de façon encore plus forte, sans doute, un effet générationnel peut-être, mais ils sont engagés là-dedans. Donc, on doit y répondre, on doit anticiper. Et alors, ce n'est pas un sujet qui détermine aujourd'hui l'octroi du crédit. J'ai envie de vous dire, mais qu'en sera-t-il demain? Ça va forcément impacter le banquier que nous sommes parce que ceux qui n'iront pas vers ces sujets environnementaux seront peut-être des sociétés moins attractives ou qui n'iront pas bien gérer l'indépendance d'énergie. Enfin, je caricature volontairement, mais et donc par conséquent, pour le banquier que nous sommes, ce sera du risque ou en tout cas une probabilité de défaut qui sera à appréhender à l'aune de ces critères-là. Donc, c'est vraiment, c'est un tout, on en est au début, mais notre rôle de partenaire financier, c'est d'emmener nos dirigeants vers ce questionnement et vers ces sujets. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Je vais me tourner vers Nicolas Lascaux, donc de Medivice Capital, qui apporte, grâce à Medivice, qui apporte du fonds propre, si je ne m'abuse, en direct, dans certaines conditions peut-être. Donc, vous êtes spécialisé dans le domaine du médical et de la santé digitale. Vous appelez ça le e-health sur votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments sur les conditions finalement d'apport de votre structure? Présenter un peu Medivice et puis dans quelle mesure vous pouvez être intéressé par une entreprise du médical. Alors, je n'ai pas fait de préambule, mais on n'a pas réuni un parterre d'investisseurs, donc on ne va pas faire des pitchs, mais effectivement, on a la chance d'avoir Medivice Capital avec nous qui peut nous apporter cet éclairage sur l'apport de fonds propres et probablement la considération qu'il apporte, disons, dans la durée de la préservation des fonds propres aussi. Exactement. Peut-être en préambule, par rapport à la vision que vous aviez des fonds propres, effectivement, les premiers fonds propres, souvent, c'est votre capital de départ que vous allez mettre en tant qu'entrepreneur. Et par la suite, c'est le montant de vos levées de fonds qui vont se traduire en capital social et en prime d'émission. Mais vous voyez bien que c'est une vision très simpliste
de ce que sont les fonds propres. Les fonds propres, c'est quelque chose qui vit chaque année, à chaque clôture, à chaque bilan. Et vous touchez ça avec le discours de Laurent, de Caroline et de BPI. C'est-à-dire que dans les fonds propres, quand on fait une levée de fonds, vos fonds propres sont de 1, effectivement, vous pouvez aller chercher avoir des effets de levier qui vont venir intégrer parfois vos fonds propres. Et quand on parle d'éléments dynamiques, c'est qu'à chaque exercice fiscal, souvent vous pilotez du déficit parce que vous n'avez pas encore suffisamment de chiffre d'affaires, vous avez beaucoup d'OPEX. Votre responsabilité en tant que dirigeant, c'est de piloter votre déficit, en tout cas jusqu'à ce que vous soyez bénéficiaire, et donc par là même de piloter vos fonds propres. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous engager, sur lequel vous vous engagez quand vous nous transmettez vos BP financiers, nous en tant qu'investisseurs. Après, il y a des éléments, par exemple une société qui vient faire exploser ses OPEX, qui les double, vous vous rendez vite compte que votre déficit se creuse et que derrière vos fonds propres pour l'année prochaine, les fonds propres que vous allez présenter vont être considérablement diminués, donc vous n'aurez plus les effets de levier que vous attendiez et que nous attendons également en tant qu'investisseurs auprès des pays, auprès des partenaires bancaires. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez là l'ensemble des personnes qui sont là pour vous aider à appréhender cette notion de fonds propres et à les piloter dans la durée. Après, si on parle juste rapidement un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qui impacte votre business et vos fonds propres, c'est que générer du chiffre d'affaires devient de plus en plus... le temps de génération du chiffre d'affaires s'allonge, c'est-à-dire que vous avez des barrières réglementaires qui sont de plus en plus élevées, c'est de plus en plus compliqué de vendre aux États-Unis, de vendre en Chine, de vendre en Asie du Sud-Est. Donc, vous avez des cycles de vente allongés et donc des fonds propres qui vont être à conserver le plus longtemps possible et qu'il va falloir optimiser le plus longtemps possible. Voilà, donc ça c'était juste un peu l'introduction. Pour qui est Medidevice? Donc nous sommes investisseurs en capital, spécialisés dans le domaine de la santé, plus spécialement dans le domaine du dispositif médical. Voilà, au stade d'amorçage. Donc c'est vraiment, vous constituez votre capital de départ, vous avez du Friends and Family qui vient souvent abonder à votre capital de départ. Nous venons juste après. Mais vraiment, c'est un timing précis. C'est juste après. On ne vient pas 3 ans plus tard. C'est d'autres types d'investisseurs. Parfait. Est-ce que vous avez quelques tips ou recommandations pour nos entrepreneurs, dirigeants de sociétés dans ce secteur? On parle souvent de plan de trésorerie. On est en tout cas en qualité de dirigeant, on est très éduqué pour suivre son plan de trésorerie et vérifier son point zéro. Mais finalement, en vous écoutant, gérer aussi ses fonds propres, c'est déterminant pour dans 6 mois, 12 mois, 24 mois. Est-ce que vous avez 2-3 recommandations à faire à nos dirigeants? Alors, je dirais la première chose, c'est, comme je disais au tout départ, c'est vraiment piloter vos déficits, piloter vos OPEX. C'est-à-dire que si vous avez une stratégie, vous présentez chaque année un budget à votre investisseur. Ce budget, c'est celui qui va vous engager jusqu'à la fin de l'année, qui devra être sur lequel on regardera après le réaliser. Et bien évidemment, piloter ses déficits, c'est aussi piloter ses fonds propres. Et les différents tips, c'est ce que vous a dit Laurent, c'est ce que vous avez également aussi présenté Charline et Caroline, c'est vous avez des petits compartiments au-delà du capital social et au-delà de la prime d'émission, des petits compartiments en dessous qui vous permettent d'optimiser vos fonds propres pour le futur. Des avances conditionnées, certainement, qui peuvent intégrer ce qui n'a pas d'existence en tant que tel, les fameux quasi-fonds propres, mais que l'on aime bien, ou en tout cas qui témoignent d'une certaine solidité financière de la société. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur les facteurs d'incertitude qui nous environnent? On a parlé de RSE, on voit qu'il y a des paradigmes de changement sur les licornes notamment, le sujet autour des valorisations. Est-ce que vous voulez nous partager quelques mots, puisque malgré tout, l'accès aux fonds propres va être quand même conditionné à la valorisation de l'entreprise, au partage du capital. Comment vous vous situez aujourd'hui dans cet environnement très perturbé, peut-être perturbant aussi?
il y a eu une très grande euphorie jusqu'en 2020. Je vous explique pas pourquoi en 2020, vous savez, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé en 2020, mais jusqu'en 2020, il y a une certaine euphorie sur des valorisations qui s'envolent, des montants de levée de fonds qui devenaient de plus en plus importants. Ce qui doit toujours vous piloter en tant qu'entrepreneur, c'est combien je peux vendre ma société dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Est-ce que l'acheteur que j'envisage aura toujours le montant pour vous acheter à ce montant-là? Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'économie réelle. Et ce que l'on voit, c'est que si vous levez immédiatement, mettons, ce que l'on voit régulièrement, 2-3 millions d'euros au stade d'amorçage sur des valorisations de 15 millions d'euros, que derrière, vous avez besoin de relever de l'argent parce que vous aurez peut-être moins bien piloté vos OPEX, moins bien piloté vos déficits et besoin de relever de l'argent plus tôt. Si vous devez relever de l'argent 5-6 millions d'euros, forcément, ça va être sur une valeur d'entreprise qui va être beaucoup plus élevée. Et au final, est-ce que votre acheteur, dans 4 ans, dans 5 ans, va être capable de vous faire un multiple de x3, x4 de votre valorisation du dernier tour? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tout cela tient? Merci Nicolas, merci pour ces éclairages. Ça ouvre plein de portes, hein. Évidemment, j'imagine qu'il doit y avoir des questions. J'espère évidemment que ça suscite des questions chez vous. On va se tourner vers Laurence Salard et Adeline Didion, qui sont avocates associées chez Kelten Avocats à Grenoble, qui sont spécialisées dans le droit des sociétés et qui accompagnent tout particulièrement les jeunes entreprises, les startups de l'innovation, dont elles connaissent bien ce domaine. Petite question, là, on vient de parler d'accès aux fonds propres en capital. Alors, je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole. Première question. Voilà. Comment on loge ces fonds propres dans la société? Quels sont les outils à notre disposition? Ils sont nombreux, ils sont variés. Voilà, comment on peut, une fois qu'on a accès finalement au capital, quels sont les différents dispositifs dont va pouvoir utiliser le dirigeant d'entreprise et ses actionnaires? Effectivement, il y a plusieurs dispositifs juridiques qui vont plutôt dans le sens de se complexifier au fur et à mesure des années. Donc, nous, on a un vrai travail d'anticipation, comme peuvent l'avoir les experts comptables, comme disait Léon, le pays et Caroline également. C'est qu'on va vraiment être aux côtés du dirigeant pour anticiper un maximum de sujets juridiques et pour ne pas, je dirais, arriver trop tard une fois que malheureusement on ne peut plus rattraper les choses et que le dossier qui va être présenté des pays ou à une banque ne va pas être accepté. Donc nous, on est en amont effectivement de tout ça, c'est-à-dire qu'au-delà de réaliser les opérations avec les outils juridiques, on en parlera après, on est aussi là en amont pour justement alerter le dirigeant sur les décisions qu'il doit anticiper, que ce soit par exemple pour prendre une décision d'actionnaire, pour pouvoir effectivement incorporer une prime d'émission au capital et donc avoir un bilan qui respecte les critères des pays de subvention. Et on va également avoir une anticipation pour tout ce qui va être levée de fonds, évidemment, puisqu'on a bien compris, comme on disait, il y a double paramètre, il y a la valorisation de la société, plus la société est valorisée, plus la prime d'émission est importante et donc plus les capitaux propres sont attractifs. Et également sur l'aspect trésorerie, puisque comme on l'a dit, il y a ce double sujet, plus une société a de la trésorerie, évidemment, plus elle est attractive également en termes de financement. Donc on va avoir ce rôle d'anticipation sur tous ces sujets-là. Et après, on va avoir un rôle effectivement de structuration juridique des opérations, notamment dans des levées de fonds, qui est le cœur de notre métier, où on va pouvoir justement, en fonction des effets de levier qu'envisage la société, de choisir les bons mécanismes juridiques, les bons outils juridiques qui vont permettre effectivement d'avoir un haut bilan et une présentation des fonds propres optimale. Très bien. Alors, comme nous l'a rappelé en préambule tout de suite tout à l'heure Laurent, sur anticiper justement sur l'emploi et finalement la dynamique de ces fonds propres, on voit que sur le plan du chiffre, ça a une réelle importance et les témoignages ici corroborent effectivement ce point. Vous, de votre côté, l'anticipation est importante aussi et il y a un impact sur la gouvernance. Vous intervenez aussi sur la définition du pacte d'actionnaires, puisque finalement, ces fonds propres ils sont logés d'une certaine manière dans la société. Leur emploi est relativement libre après pour le dirigeant, mais
Les sanctions peuvent arriver Oui, selon alors les packs c'est- d'actionnaires, selon, Ouais. selon que la réalisation ou non se produit, en tout cas se rapportant au business plan. Le pacte d'actionnaires, il est majeur parce qu'il vient compléter en fait, la structuration juridique et les divers outils juridiques dont on va parler juste après, effectivement en termes de gouvernance et puis en termes de futures opérations de levée de fonds, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, surtout dans le domaine de la santé, les levées de fonds doivent être régulières parce que le chiffre d'affaires, comme disait Nicolas, met du temps à arriver. Donc il faut régulièrement... souvent, on dit aux dirigeants, vous avez à peine fini une levée de fonds qu'il faut déjà penser à celle qui arrive après. Et c'est vraiment par rapport à ça, dans cette anticipation-là, côté des dirigeants, c'est qu'il ne faut pas laisser le planning trop glisser parce qu'après, on est à court de trésorerie et donc on n'est pas à même de négocier de la même façon l'opération quand on est à court de trésorerie. On a une trésorerie qui est plutôt positive. Donc, effectivement, ce pacte d'actionnaires, il va venir aussi gérer l'après. Comment on va gérer les futures levées de fonds, quelles vont être les hypothèses dilutives pour les investisseurs d'un tour d'amorçage, d'une série A, d'une série B, et comment on va gérer tout ça dans le temps. Donc, ce pacte d'actionnaires, il est majeur et il vient compléter, en fait, la structuration juridique des outils. Et donc, vous devez anticiper, effectivement, et laisser la place voilà. aux levées de fonds successives. Pas... Tout doit être organisé Alors, on peut pas, juridiquement là-dessus. Disons qu'on anticipe forcément sur les prochaines levées de fonds, tout en sachant que chaque levée de fonds nécessite de refondre le pacte d'actionnaires. Ce pacte d'actionnaires, il est évolutif de toute façon, mais bien sûr qu'il l'anticipe quand même sur la gouvernance et la structuration juridique des opérations. Très bien. Quelques conseils pour nos dirigeants d'entreprises plutôt médicales sur le plan juridico-financier. Est-ce que vous avez observé des choses qui, chaque fois, finalement, vous êtes un petit peu obligé de remettre le couvert sur des points clés qui vous concernent pour les accompagner? Est-ce que vous voulez nous apporter quelques éclairages sur le plan, si ce n'est pas la gouvernance, sur le plan de la protection des fonds propres, éviter de passer en entreprise en difficulté? Sur les outils, dans le domaine médical, tous les outils sont utilisés sur le renforcement des fonds propres parce qu'on renforce souvent et abondamment. Et dans des périodes où la société n'est pas toujours apte à être valorisée de façon très certaine. Donc, effectivement, on a des choses simples. Le capital social, vous en parliez. Donc, typiquement, dans une société dans le domaine médical, on va avoir un capital quand même assez conséquent au départ. Après, on va avoir des premières opérations avec des business angels, souvent structurés en holding ou non. De plus en plus souvent, d'ailleurs, on essaye d'avoir un véhicule juridique qui porte ce financement initial. Et là, les fonds propres, ça va être du capital sous forme d'actions qui peuvent avoir une valeur nominale et aussi une prime d'émission. Là, on commence à avoir des fonds propres un peu plus compliqués, un capital, une prime. Cette période business angel, elle est là pour attendre un premier tour avec des investisseurs un peu plus institutionnels. Et à ce moment-là, d'autres mécanismes vont être mis en place pour attendre ce premier tour. On a depuis quelques années une mode avec un système de BSA-R, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, une bonne souscription d'actions qui permet de faire un fonds de fonds propres. Ce n'est pas un fonds de trésorerie, c'est un fonds de fonds propres, parce que les BSA vont vraiment être inscrits en fonds propres. Je parle sous le contrôle de Laurent, juste en dessous de la prime, au-dessus, je ne sais pas, par là. Et là, c'est une façon de renforcer ses fonds propres en ne valorisant pas tout de suite sa société. Parce que le BSA, on va écrire un contrat spécifique de BSAR au sein duquel on va expliquer au jour où on va faire cette prochaine levée de fonds structurante avec nos financiers institutionnels, on valorisera l'action issue de ce bon. Donc, on a mis un montant, 500 000, 800 000, 1 million en BSA. On sait que ça donnera des actions, mais on ne sait pas encore à quelle valeur et on va s'accrocher au prochain tour de table pour savoir quelle va être la valeur de cette action. L'idée étant, les personnes qui investissent via des BSAR prennent un risque financier alors que la levée de fonds n'est pas encore réalisée. Donc, leur prix d'action, on va le calculer en fonction du prix d'action de la levée avec une petite décote pour les récompenser de cette prise de risque. Ça, c'est les BSA. Après, la levée de fonds structurante va arriver.
généralement plusieurs millions dans le domaine médical, effectivement. Là, on va être sur des actions majoritairement, hein, c'est quand même le mécanisme maître des fonds propres, actions de préférence. Quelquefois, on peut avoir un sujet de mix actions et obligations qui permet de pondérer le risque aussi financier parce que l'action, il faut avoir en tête qu'une fois qu'on va avoir identifié une valeur d'action, cette valeur va être définitive. Donc, dans les fonds propres, on va avoir une action au titre d'une série A qui vaut 50 €, 10 € de nominal, 40 € de prime, mais ça va être figé dans le temps. Donc les OC, ce n'est pas des fonds propres, alors on me le rappelle tout le temps, mais ça permet de compléter les obligations convertibles en actions. Ça permet aussi de compléter la levée de fonds. Donc on est la cheville ouvrière juridique du bon mécanisme qui permet en fonction du timing et de la chronologie de ces opérations de mettre les investisseurs et les fondateurs dans une situation confortable juridiquement et qui permettent de pérenniser les fonds propres à terme. Et de réaliser les effets de levier aussi dont on a parlé. Parfait. Merci pour cet éclairage. On va pas tarder à passer aux questions. En tout cas, ce qu'on voulait vous apporter, Medicalp et Groupe BBM, c'était un panel d'experts autour de cette question des fonds propres qui vient supplanter un peu la notion de la gestion de la trésorerie de vos entreprises. Et par ces différents témoignages, ouvrir des portes que vous apportez des questions et des réponses avec des certitudes toutes faites. Mais vous dire qu'effectivement, grâce finalement à ces experts qui vous environnent, grâce à Medicalp, grâce à l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui, vous, en qualité de dirigeant, vous gérez la complexité technique, scientifique, marketing sur vos marchés. Voilà. Et vous avez accès à l'ensemble de ces expertises qui sont finalement assez centrales dans la conduite et la gestion de vos entreprises. Voilà. On va peut-être passer aux questions. Alors, j'ai tout de suite une question. Ah. Allez, Philippe, on ouvre le bal. Bon, Philippe, j'ai une question pour vous tous et puis une question pour Nicolas. Mon frère, Jean-Claude, est à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Je lui ai donné 50 000 €. Il est d'abord rentré. Il a découvert un processus pour réduire le temps de passage en scanner d'une personne par 3. Et donc, pour un médecin, faire 3 fois plus d'opérations dans la même journée et donc permettre d'accélérer le processus. Il a les brevets, il a tout. Il voudrait venir s'installer à Grenoble, parce que je l'ai fait moi il y a 20 ans, et il veut venir à Grenoble. Chez qui il doit frapper à la porte, puisqu'il a fait 50 000 en love money. Je vais vous laisser répondre à cette question-là. C'est mon frère Jean-Claude qui habite en Belgique. Et la deuxième question que j'ai, c'est pour vous, Nicolas. Après le love money, early stage, seed, pré-seed, comment vous travaillez Medivice? Quel est le niveau des tickets que vous mettez? Et comment vous travaillez en mutualisation à côté de Business Angels, par exemple? Et si vous le cherchez, comment vous le faites déjà? Voilà mes deux questions. Pour la première question, je pense que Sébastien peut commencer à apporter une réponse. Pour venir sur Sébastien, peut-être rapproche-toi comme ça, les gens te verront. Oui. Effectivement, l'attractivité de Grenoble n'est plus à... Présente-toi, pardon. Oui, donc je suis Sébastien Vesco, je suis directeur médical. Je ne suis pas dans le champ, donc on est dans le champ. Voilà. Voilà. Donc l'attractivité de notre écosystème, on en a conscience que quand c'est à l'extérieur de Grenoble, le plus loin que l'on va, voire au-delà des frontières même de la France. Et tu me disais que tu es venu il y a plusieurs années, et là c'est une opportunité de se venir. Et donc on a une agence qui s'appelle Investing Grenoble, qui sert justement à faire venir et faire ensuite rencontrer l'ensemble de l'écosystème et venir vers les différents acteurs quand il s'agira effectivement d'aller plus loin pour compléter le taux de financement et s'installer ici. Et trouver des locaux s'il y a besoin, voilà, ouvrir des portes. Voilà, c'est ça. Donc la première étape, c'est d'aller voir Grenoble Angels. Et d'entre vous, donc, mais chez qui, après avoir été chez Meditech, chez qui d'entre vous, vous allez diriger l'entrepreneur, mon frère Jean-Claude? Assez rapidement. Juridique tout de suite. Après, assez rapidement chez Kelten et BBM. S'il n'a pas d'entité juridique, il ne peut pas s'adresser à quiconque. Donc déjà chez Kelten, pour lui créer sa société de droit français, avec la porte de son brevet. Et vous allez lui dire, venez voir BBM,
Quelques Là, On fois, espère, on espère. Vous avez besoin de Quelquefois, créer un oui. premier compte de résultats. D'un expert comptable, d'ouvrir un compte en banque. Voilà, c'est un indispensable. Voilà. Et voilà, assez rapidement, travailler sur la partie financement, innovation, de contacter des pays. En réalité, les porteurs de projets vont en priorité voir BBM. Hein. Ils essayent de voir s'ils vont avoir le financement et ils viennent nous voir après. Je sais pas ce qu'il y a. C'est vrai, moi, dans l'écosystème aujourd'hui, Grenoble, ça reste un village. Nous, chez BBM, on ne sait pas tout faire, mais c'est vrai qu'un component d'entreprise de croissance, on est assez connu aujourd'hui. Les gens viennent assez naturellement vers nous, mais s'ils ne viennent pas spontanément, c'est nos amis banquiers ou BPI qui nous mettent en relation, ou nos amis juristes, et vice-versa. Ça peut aller dans tous les puisque sens. on a ça vu dépend du stade de l'avancement. Puis on a vu tout à l'heure qu'on est complémentaires. On parle de chiffres, d'ailleurs, ça c'est marrant, c'est le droit qui parle de chiffres. On est complémentaires puisque c'est une équipe autour du dirigeant et d'un projet d'entreprise. Oui, merci Laurent. Mais c'est parce que la notion de risque et de temps est très importante dans le développement d'une entreprise. Et je voulais juste, s'il y avait quelqu'un qui était ici, laborantin, grenoblois, avec un IP ou autre, ben, apporter cette notion de temporalité sur l'engagement vers des partenaires accompagnants dans la durée. Et ma deuxième question, pour vous, Nicolas, comment vous le faites après le Love Money Mehdi, d'abord, c'est combien le ticket que vous mettez sur un tour de combien et en mutualisation? Pour répondre tout de suite à la seconde question, Medivice, les tours en amorçage, ça va de 1 à 2 millions d'euros. Pour Medivice, on est en capacité d'aller jusqu'à 4 millions d'euros d'investissement s'il y a besoin de réinvestir, mais uniquement sur les sociétés pour lesquelles nous aurions investi dès le stade d'amorçage en ligne. Après, c'est très important, c'est la partie dans notre thèse d'investissement, c'est la partie lead. C'est-à-dire qu'on lead systématiquement le pool investisseur. Lead dans les discussions avec l'entrepreneur et lead dans le montant également. Après, pour revenir juste sur la première question, quand on est entrepreneur, personne ne nous connaît. Hein. Quand on lance la première société, personne ne nous connaît a priori. Donc c'est aussi important de faire les choses dans l'ordre. C'est qu'il y a un ordre logique, particulièrement en France, où il faut commencer à avoir ses premières médailles. Et les premières médailles, c'est des concours. C'est si on est PhD, c'est iPhD par exemple. Et tout cela est opéré bien évidemment par les pays et par le ministère. Après, c'est le concours ILAB, c'est une bourse French Tech. Et c'est les premières médailles qui après accréditent le fait que votre innovation elle est déjà prévalidée. Ça va, j'ai oublié, j'ai présenté mon frère, mais je ne me suis pas présenté, excusez-moi. Philippe Raz, président de Grenoble Angels. Mais pour compléter quand même la question, Philippe, tu parlais de temps tout à l'heure, et c'est vrai parce que le temps c'est très important dans la vie d'une entreprise de croissance, le temps c'est de l'argent. Clairement, le temps qui passe, c'est l'argent qui est consommé. Donc c'est important. Et le fait de travailler avec des partenaires autour de l'entreprise, c'est que bien souvent, moi j'ai pour habitude de dire que l'avantage, c'est qu'on communique entre nous, ça c'est clair, dans le respect de notre secret professionnel aussi, parce qu'on est tous régis par notre profession avec le respect du secret professionnel. Néanmoins, en travaillant ensemble, nous, ça nous permet d'apporter des réponses à des questions que nos clients ne se sont pas posées. Donc, on vient vers eux avec une solution, ils ne savaient même pas qu'il y avait un problème. C'est l'avantage de l'écosystème Grenoble aujourd'hui d'accompagnement d'entreprise. C'est ce que moi j'ai adoré en faisant ce que mon frère va peut-être faire un jour, il y a 24 ans, depuis 24 ans, c'est en travaillant avec vous tous que j'ai appris tout ça et que tous les entrepreneurs qu'on a aidés, Fluoptix, Moreisto, Pixil, qui sont dans le medtech et qui sont dans l'IA, on peut les aider encore plus, justement parce que vous êtes tous ensemble. Donc, vous, si vous êtes un entrepreneur, bah, c'est juste formidable ce qu'ils ont dit. Et puis, on est dans une période où le temps joue, effectivement, est crucial en fait, dans les opérations qu'on gère tous. Parce que un mois peut être la fin d'une société ou une levée de fonds qui se réalise et qui sauve une société. Donc, on sait tous que le timing est crucial. Et c'est vrai que quand on travaille avec des gens qu'on connaît, et tout est plus fluide. Et donc, les délais, forcément, s'accélèrent. Et donc, c'est gagnant-gagnant En 2013, vous auriez dit que Wisby existait aujourd'hui et font ce qu'ils font aujourd'hui pour la jeunesse face au Covid pour retrouver le premier emploi, personne ne croyait. Mais par contre, 10 ans après, tout le monde dit bah oui, Wisby. C'est grâce à vous tous. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas dire que personne n'y croit, parce qu'en fait, nous, on considère systématiquement qu'il n'y a pas de petit ou de gros dossier, il y a un dossier tout court.
Et ça serait trop facile, y compris pour Medidevice, de dire, parce qu'en fait, ils auront un taux de succès de 100%, mais je crois que Medidevice débrouille plutôt pas mal sur l'identification des entreprises très prometteuses. Mais on ne sait pas ce que va devenir une société à 2, 3, 4, 5 ans. En plus, on est quand même dans un environnement qui est assez particulier, puisque faut savoir qu'en France, 50 ou 55% des startups périclitent au bout de 3 ans. Ce n'est pas du tout le cas dans notre région. Et heureusement, parce que nous, on aura un problème de modèle économique avec nos propres structures, si on n'avait que des clients qui périclitent au bout de 3 ans, n'est-ce pas, des pays qui n'hésitent pas, Caroline, donc on aura un vrai problème. Donc, il n'y a pas de petits et de gros clients, on voit qu'après. Et comme disait Laurence, on a des surprises, des clients qui. Moi, ce matin, encore, j'ai arrêté le nom d'un client, on pensait qu'il y a quelques années qu'il avait périclité. Aujourd'hui, on parle d'une levée de 7 millions d'euros dans les prochains mois. On a des parcours assez incroyables. C'est ça. Dans un écosystème très résilient, très deep tech aussi, qui apporte, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais tout ce qui est propriété intellectuelle, qui donne de la valeur à vos entreprises. Et pour nous, en tant que partenaire financier, c'est aussi un gage d'accompagnement du monde de l'investissement. Donc, toute cette boucle vertueuse, elle se met en marche et elle porte nos dirigeants, ceux qui ont la capacité d'écouter, d'entendre aussi, parce que c'est un critère important. Et y compris dans les moments difficiles aussi. C'est-à-dire que, voilà, le but aussi, c'est de ne pas être là que quand tout va bien, c'est aussi d'être aux côtés des dirigeants et des entreprises quand ça ne va pas et qu'ils ont besoin justement de ce soutien-là aussi et de ces conseils. Alors, puisque l'heure tourne, est-ce qu'il y a dans l'assistance encore une question? Alors, j'ai plus Pierre qui s'est échappé. Pierre, si tu m'entends, est-ce qu'il y avait des questions à distance? Non, c'est bon? Ok. Pas plus de questions. Donc, c'était clair comme président. Moi, j'aimerais poser une question à notre panel. Merci pour leur intervention. C'est très complet, en fait. C'est très intéressant. Bon, tout à l'heure, Nicolas disait, à partir de 2020, ça s'est crispé un peu en termes de financement, hein, c'est plus. Hein. On a vu quand même qu'il y a eu des pics hein, en 2021, il y a eu une certaine euphorie qui est retrouvée en 2022. Et là, vous, en fait, dans l'écosystème, sur ce que vous voyez, l'écosystème énergie, qu'est-ce que vous croyez que vont être les événements en 2023 à partir de maintenant et sur le reste de l'année en matière de levée de fonds, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de poudre sèche, mais qui a l'air de rester sèche en fait et de ne pas bouger. Donc est-ce qu'on sent des frémissements? J'ai entendu des choses diverses et variées. J'aimerais bien avoir votre sentiment les uns les autres, parce que vous voyez sous des facettes différentes, les entrepreneurs. Peut-être commencer sur la partie investisseur. Je dirais que sur la partie investissement amorçage, à partir du moment où vous adressez à des fonds qui sont dans une phase d'investissement, ça ne change. Il ne va pas y avoir de grands changements en 2023-2024. Pour des investisseurs qui sont dans une phase de gestion de leur ligne d'investissement, c'est comme ça qu'ils s'appellent, dans leur portefeuille, de gestion de leur société, c'est peut-être différent, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier les réinvestissements dans leur propre société plutôt que d'ouvrir de nouvelles relations d'affaires. Ça, c'est un premier point. Maintenant, si vous êtes au stade d'amorçage, normalement, ça peut ne pas jouer. En tout cas, quand vous adressez à des fonds d'amorçage qui investissent en France uniquement, parce que quand vous avez le choix d'aller investir en amorçage en Belgique, en Angleterre ou ailleurs, peut-être en compétition différemment. Vous êtes peut-être en compétition différemment. L'autre point, c'est ce que l'on voit en tout cas sur 2023, donc ça c'est les enseignements de JP Morgan, c'est que les rachats industriels vont se faire maintenant sur des métriques financiers extrêmement clairs, multiples d'EBITDA, pour les sociétés dans le domaine de la santé. Jusqu'à présent, alors il y a encore 10 ans, on disait on pouvait faire des acquisitions dites technologiques. On achète une techno, il n'y a même pas de chiffre d'affaires, on achète une techno, donc la société. Ça se voit de moins en moins quand même. Après, ça a été, on achète une société qui a fait sa preuve de concept commercial. C'est quoi la preuve de concept commercial? C'est quand on a vendu au-delà de son du premier cercle de key opinion leader cliniciens. Généralement, c'est quand on a réussi à atteindre le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, la barre, elle devient encore plus haute, et ça, c'est de la bouche même des acquéreurs, de beaux acquéreurs.
vos futurs grands partenaires industriels. Maintenant, on ne va plus sur des chiffres d'affaires qui vont au-delà de 5 millions d'euros. En dessous, pas. Aujourd'hui, il faut faire plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les intéresser. Et après, sur les EBITDA, clairement, tout se discute. Si vous êtes encore en EBITDA négatif, si vous avez des prévisions qui vous montrent un EBITDA très intéressant sur la suite, c'est ça en fait. Soit c'est des multiples de chiffre d'affaires, soit c'est des multiples d'EBITDA. Donc une évolution en fait dans les techniques de valorisation qui sont employées aujourd'hui assez concrètement. C'est ça. C'est une réaction normale et Pour rassurer. Et pour compléter cette vision investisseur, si on se met dans la logique du monde du financement de la banque, il y a quand même, à mon avis, le même effet de prudence quelque part qui va quand même s'opérer, même si je suis complètement d'accord sur la partie amorçage. Je pense qu'il y a énormément de liquidités dans le monde de l'investissement, il y a énormément d'argent qui a été levé il y a peu de temps, donc ça veut dire que ces fonds vont rentrer en phase d'investissement. Donc je pense que l'effet de levier que vous connaissez dans le monde bancaire ne va pas changer intrinsèquement. Par contre, les prix ne sont plus les mêmes. Le coût de l'argent a pris quand même aujourd'hui plus de 3% par rapport à janvier-février de l'année dernière. Si on compare un petit peu aujourd'hui, donc vous allez emprunter à des conditions bien plus élevées, probablement sur les mêmes maturités, mais sans pourtant que vos banques n'augmentent quelque part leur marge. Hein. C'est vraiment une histoire de marché. Hein. Les taux de refinancement ont pris 300 points de base, donc c'est quand même énorme. Et c'est pas terminé. On aura probablement encore des effets dans les prochains mois, probablement 2023. Ils en ont encore soufflé parce que, vous avez compris, on veut contrôler, la banque centrale, les banques centrales veulent contrôler l'inflation. Et la seule façon de la contrôler, c'est d'augmenter les taux et c'est de contingenter la croissance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'innovation est souvent un relais de croissance. Donc, je pense que vous n'aurez pas de soucis majeurs. Par contre, les équations dont on parle depuis le début de la table ronde, de fonds propres, dette, de quasi-fonds propres, plus fonds propres, dette, vont être un peu stressées. Et il va falloir continuer à faire ce que vous faites bien, c'est-à-dire analyser les dossiers, stresser les management cases et avancer tous ensemble de façon la plus transparente possible pour assurer votre pérennité et la nôtre. Et finalement, de faire de mieux en mieux. Hein. Tout à l'heure, Charline parlait de stratégie de financement. Et effectivement, il y a une forme de cascade de financement qui est organisée d'une certaine manière, avec différents interlocuteurs. Et dans un projet relativement jeune, hein, celui que Philippe évoquait, d'aller voir son expert comptable pour comprendre avoir une bonne projection de ces chiffres, c'est un peu un indispensable. Et derrière, pour caler un bon plan de financement, BPI a tout un tas de solutions ou de connaissances d'accès à des financements, surtout en early stage. C'est important d'en disposer. Tout à l'heure, on parlait justement des médailles. Effectivement, il y a toutes ces subventions via concours, mais pas que. On a aussi un arsenal de dispositifs à la création de la société. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à venir nous voir même en amont, quitte à ce qu'on se revoit quelques mois plus tard quand le projet aura avancé, et à faire appel tout de suite à ses partenaires, que ce soit juridique, comptable ou bancaire. Et c'est un peu un préalable pour que derrière Caroline et ses équipes, Nicolas puisse faire un vrai travail d'évaluation, de valorisation et puis d'apport. Quand un projet n'est pas passé par les arcanes de BPI, on le renvoie chez BPI pour lui dire: as-tu ouvert tous les tiroirs? Donc ça, c'est une bonne pratique. Alors. Oui, okay. Voilà. Et sur la complémentarité, est-ce que BPI fait également de la contre-garantie? Bien sûr, oui. Donc, il est difficile pour l'entreprise de croissance d'avoir un financement bancaire s'il n'y a pas une contre-garantie BPI sur le financement bancaire. Sachant qu'on ne prend quasiment aucune autre garantie sur ce type de financement. Mais BPI a, au-delà de ça, développé des outils autour de la dimension industrielle aussi. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on est très focus santé, mais il y a vraiment de grands enjeux de souveraineté et la santé est un enjeu de souveraineté nationale. Donc, je vous invite, voilà. Effectivement, et l'industrialisation en santé aussi. Oui. Donc, là, notamment l'appel à projet de première usine, ça peut être
une problématique aujourd'hui d'une entreprise qui ferait du dispositif médical, à savoir est-ce qu'elle industrialise elle-même ou pas. Et ça, effectivement, on est capable aussi d'avoir. Eh ben, c'est la promesse d'une nouvelle table ronde alors. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Vu l'heure, je vous propose de nous en tenir là. En tout cas, merci pour votre attention. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup pour cette organisation. Peut-être, Laurent, je n'ai pas laissé la parole à BBM en fait en introduction puisqu'on est accueilli par Medical. Est-ce que tu veux donner un petit mot en tant qu'organisateur et puis voilà de cette table ronde? Alors, c'était pas prévu, merci. Non, du tout. Mais on peut dire non, mais simplement, je voulais sincèrement remercier Medical pour la coordination aujourd'hui. Mais c'est intéressant, c'est des sujets qui sont passionnants. Je veux remercier l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura démontré cette complémentarité. Et qu'on est vraiment, en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on est défini, des accélérateurs de confiance, que ce soit pour BPI, que ce soit pour les banques. Donc, il faut savoir s'entourer et choisir les bons partenaires, puisqu'on est un partenaire de l'entreprise. Jacques, président Medical, qui a pris la parole tout à l'heure, qui a posé une question, on presque pu probablement témoigner sur l'intérêt de la complémentarité et de la relation de confiance qui est importante avec les banques, puisque Karim le disait, si une entreprise est mal entourée, probablement que la banque aura du mal à financer, on peut dire elle ne financera pas. L'entourée complète de son staff, avec son équipe de direction. Vous pouvez avoir un projet de qualité et une équipe pas terrible, la banque ne suivra pas, alors qu'à l'inverse, une super équipe, un projet peut-être un peu moins bon, elle suivra. Et c'est exactement. Exactement, et y compris avec les partenaires. Donc, sincèrement, merci. Et dire que nous, au sein du groupe BBM, on n'aurait pas pu développer l'innovation telle qu'on l'a développée sans nos collaborateurs, sans les associés. Je pense notamment aussi à Sandrine Chalon, avec qui on n'aurait jamais pu faire ça. Puis l'ensemble des partenaires qui sont là aujourd'hui, qui au quotidien nous permettent de servir les entreprises et de nous accompagner durablement. Merci beaucoup. On vous propose de passer à la suite. Oui, à la suite. Et puis peut-être moi je fais un rappel, c'est que ce lieu ici, c'est le lieu de tous ceux qui sont dans les développements technologies de la santé et dans l'innovation et le financement de ces innovations. Et que tous les partenaires qui sont ici, effectivement, on a compris qu'il faut jouer les cartes dans le bon ordre et être très bien accompagné. Et c'est une unicité qu'on a ici dans notre écosystème, c'est ce dialogue très fluide. Et donc, il faut bien l'employer. Et vous, tous entrepreneurs, peut-être ceux qui sont encore présents, vous pouvez aussi utiliser ce lieu pour vos événements et également aussi pour mettre en avant vos produits, vos technologies, et qu'il y a des délégations étrangères qui viennent, des décideurs. Et donc, c'est notre outil à tous et on l'utilise aujourd'hui et on va l'utiliser maintenant pour se sustenter. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci.